Imaginez un instant que tout ce que vous considérez comme réel, tout ce que vous voyez, touchez et ressentez dans ce monde, repose sur un fondement d'une folie absolue. Votre table, vos mains, l'air que vous respirez, la planète même sous vos pieds, tout cela est composé de particules qui peuvent se trouver en deux endroits à la fois, qui peuvent s'influencer instantanément à travers des distances infinies, qui existent dans un état d'incertitude fantomatique jusqu'à ce que vous les observiez. Ce n'est pas de la science-fiction ni une métaphore philosophique. C'est un fait scientifique prouvé, confirmé par des milliers d'expériences au cours de plus de 100 ans. La mécanique quantique, la théorie scientifique la plus réussie de l'histoire de l'humanité, nous dit que le monde microscopique fonctionne selon des règles qui contredisent totalement tout ce que nous savons de l'expérience quotidienne. Mais voici ce qui fait vraiment perdre le sommeil aux physiciens la nuit. Si chaque atome, chaque électron de votre corps obéit à ces lois quantiques insensées, pourquoi ne pouvez-vous pas traverser les murs comme le font les électrons? Pourquoi votre chat n'est-il pas à la fois vivant et mort, comme le célèbre chat de Schrödinger? Pourquoi le monde immense qui nous entoure semble-t-il si stable, prévisible et classique s'il est construit à partir d'un chaos quantique? C'est le grand mystère qui a tourmenté les plus grands esprits pendant plus d'un siècle. Le mystère de la transition du quantique au classique. Et c'est précisément ce mystère qui a conduit à l'une des découvertes les plus révolutionnaires de la physique moderne. Une découverte récompensée par le prix Nobel de physique 2025. Si c'est votre première fois ici, sur la chaîne Conscience Quantique, rejoignez notre voyage au cœur des mystères les plus profonds de l'univers. Nous n'explorons pas seulement la science, nous explorons la nature même de la réalité. Nous révélons des secrets qui bouleversent notre compréhension de l'existence. Appuyez sur la cloche pour ne manquer aucune révélation qui pourrait changer votre vision du monde pour toujours. Mais avant de plonger plus profondément dans ce terrier de lapins quantiques, écrivez dans les commentaires de quel pays, de quelle ville vous observez ce drame cosmique qui se déroule devant vous. Cela m'intéresse énormément de savoir où se trouvent ces âmes courageuses, prêtes à regarder au-delà du voile de la réalité ordinaire. Alors, commençons par les bases de ce paradoxe. Au 19e siècle et au début du 20e, les physiciens ont découvert quelque chose d'étonnant. Quand ils essayaient d'étudier le comportement des atomes et des particules subatomiques, toutes les lois classiques de la physique qui fonctionnaient si bien pour décrire les pommes qui tombent, les planètes qui tournent et les boulets de canon qui volent s'effondraient complètement. Les électrons se comportaient comme s'ils étaient à la fois des particules et des ondes. Les photons de lumière pouvaient passer par deux fentes en même temps, créant des motifs d'interférence impossibles s'ils n'étaient que de petites billes. L'acte même d'observer semblait modifier les résultats des expériences, comme si l'univers savait qu'on l'observait et se comportait différemment. Les physiciens ont été forcés de développer une toute nouvelle théorie, la mécanique quantique, un ensemble de règles qui décrivaient ce monde microscopique étrange. Mais voici ce qui semblait évident à tous, y compris aux créateurs de la mécanique quantique. Ces règles ne s'appliquaient qu'aux objets minuscules. Il existait une frontière invisible, un seuil de taille au-delà duquel l'étrangeté quantique disparaissait et les lois classiques habituelles prenaient le relais. Niels Bohr, l'un des pères de la théorie quantique, appelait cela le principe de correspondance. L'idée était simple, plus l'objet est grand, plus il se comporte de manière classique. Une molécule de 10 atomes peut montrer des effets quantiques. Une molécule de 1000 atomes, c'est déjà douteux, et un objet de la taille d'une bactérie, sans parler de quelque chose de plus grand, absolument impossible. Le monde quantique était enfermé dans le royaume microscopique invisible,
inaccessible à nos sens. Cette frontière semblait non seulement pratique, mais fondamentale. La raison en était un phénomène que les physiciens appellent la décohérence. Imaginez une particule quantique comme une note de musique jouée dans un silence parfait. Cette note peut créer des harmonies avec d'autres notes quantiques, formant ce que nous appelons la cohérence quantique, un état où les particules coordonnent leur comportement au niveau quantique. Mais dès que cette particule commence à interagir avec l'environnement, avec d'autres atomes, avec des photons de lumière, avec la chaleur, c'est comme si on allumait un orchestre de millions d'instruments jouant des notes au hasard. La mélodie quantique subtile se noie instantanément dans ce chaos. La particule perd sa cohérence quantique et commence à se comporter de manière classique. Plus l'objet est grand, plus il contient de particules et plus il a de façons d'interagir avec le monde environnant. Pour un objet de la taille d'une poussière, la décohérence se produit pratiquement instantanément, en fractions de secondes si petites qu'elles sont impossibles à mesurer. Cela expliquait pourquoi nous ne voyons pas d'effets quantiques dans la vie quotidienne. Nos corps, composés de trillions d'atomes, sont constamment bombardés par la lumière, la chaleur, l'air. Nous existons dans un océan d'interactions qui détruisent impitoyablement toute cohérence quantique en un temps bien plus court qu'un clin d'œil. Il semblait que la nature elle-même avait établi une barrière insurmontable entre les mondes quantiques et classiques. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette barrière est une illusion? Que si de grands objets, des objets que vous pouvez voir à l'œil nu, des objets composés de milliards et de milliards d'atomes, peuvent quand même se comporter de manière quantique? Que si la frontière que nous considérions comme une loi fondamentale de la nature n'est en réalité qu'un problème technique que l'on peut résoudre? C'est précisément cette découverte qui a secoué le monde de la physique et conduit au prix Nobel de physique 2025. Les scientifiques ont trouvé des moyens de créer des conditions où des objets macroscopiques, des objets que vous pouvez voir et toucher, démontrent un véritable comportement quantique. Il ne s'agit pas d'atomes ou de molécules isolées. Nous parlons de systèmes contenant des trillions de particules agissant comme une seule entité quantique. Nous parlons de liquides qui coulent sans friction, remontant les parois des récipients contre la gravité. Nous parlons de matériaux qui conduisent l'électricité sans la moindre résistance, permettant au courant de couler éternellement. Nous parlons de cristaux de la taille d'un ongle se trouvant en superposition quantique, vibrant simultanément dans deux états différents. Ce ne sont pas des spéculations théoriques ou des expériences de pensée. Ce sont des phénomènes réels, mesurables, reproductibles qui réécrivent les règles de ce que nous pensions possible. Pourquoi est-ce si important? Parce que cela signifie que le monde quantique n'est pas séparé du nôtre. Il n'est pas enfermé dans un royaume microscopique inaccessible. La mécanique quantique n'est pas seulement une règle pour les particules minuscules. Ce sont les lois fondamentales qui régissent toute la réalité, y compris le monde macroscopique dans lequel nous vivons. La différence est que d'habitude, ces effets quantiques nous sont cachés par le bruit et le chaos de l'environnement. Mais quand les scientifiques créent les bonnes conditions, un froid extrême, une isolation parfaite, un contrôle minutieux, la nature quantique de la réalité se manifeste même au niveau d'objets que nous pouvons voir. Cette découverte a des conséquences profondes. Elle signifie que la frontière entre quantique et classique n'est pas une loi de la nature, mais une question de technologie et de conditions. Elle ouvre la porte à des technologies entièrement nouvelles, des ordinateurs quantiques d'une puissance inimaginable, des capteurs capables de détecter des ondes gravitationnelles provenant de catastrophes cosmiques lointaines, des systèmes de communication
protégée par les lois mêmes de la physique. Mais ce qui est encore plus important, elle change fondamentalement notre vision philosophique de la réalité. Si de grands objets peuvent être quantiques, alors où passe la vraie frontière? Une cellule vivante peut-elle utiliser des effets quantiques? Votre cerveau? La conscience elle-même peut-elle être un phénomène quantique? Une nouvelle chapitre s'ouvre devant nous dans la compréhension de l'univers. Un chapitre où les anciennes règles sont réécrites et de nouveaux horizons s'ouvrent. Dans les parties suivantes de notre voyage, nous explorerons des phénomènes concrets qui démontrent un comportement quantique au niveau macroscopique. Nous verrons comment le froid peut transformer la matière ordinaire en une symphonie quantique. Nous apprendrons comment les scientifiques refroidissent des atomes à des températures plus froides que le vide de l'espace, créant des états de la matière qui n'existent naturellement nulle part dans l'univers. Nous révélerons le mystère de la façon dont des milliards de particules peuvent perdre leur individualité et fusionner en un tout quantique unique. Préparez-vous à un voyage dans un monde où le grand devient petit, où le classique devient quantique et où les frontières de la réalité s'avèrent bien plus floues que vous ne l'auriez jamais imaginé. Imaginez que vous vous tenez au bord d'un océan infini. À vos pieds, les vagues se brisent avec une précision mathématique. Suivant des lois qu'Isaac Newton aurait pu formuler il y a plus de 300 ans, chaque goutte d'eau obéit à des règles prévisibles. Elle tombe quand vous la lâchez, coule vers le bas sous l'effet de la gravité, s'évapore quand vous la chauffez. C'est le monde que vous connaissez, le monde classique où les choses sont ce qu'elles semblent être et se comportent exactement comme vous l'attendez. Mais imaginez maintenant que vous plongez sous la surface de cet océan et à mesure que vous descendez de plus en plus profondément, les règles commencent à changer. La lumière se comporte de manière étrange, les courants coulent dans des directions impossibles, et soudain, vous réalisez que vous êtes dans un royaume complètement différent, régi par des lois qui contredisent toute logique. Cette frontière entre la surface et les profondeurs, entre le monde classique et le monde quantique, est l'une des énigmes les plus profondes de la physique moderne. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que cette frontière était absolue et insurmontable. Ils pensaient qu'il existait une ligne claire, bien qu'invisible, séparant le monde microscopique des particules et le monde macroscopique des objets quotidiens. Dans le monde microscopique régnait l'étrangeté quantique. Des particules existant simultanément dans plusieurs états se téléportant à travers des barrières, s'entremêlant à des distances infinies. Mais dans le monde macroscopique, tout cela disparaissait comme un rêve au réveil et les lois classiques de Newton régnaient. La question qui hantait les physiciens était simple, mais profonde. Où exactement se produit cette transition? À quel moment une particule quantique cesse-t-elle d'être quantique et devient-elle un objet classique? La réponse qui a dominé la pensée scientifique pendant presque un siècle était la décohérence. Ce concept, développé dans la seconde moitié du XXe siècle, offrait une explication élégante, mais dévastatrice. Imaginez un danseur solitaire sur une scène vide, exécutant une chorégraphie avec une précision exquise, chaque mouvement parfaitement synchronisé avec une musique silencieuse qu'il est le seul à entendre. Ce danseur ressemble à une particule quantique isolée, préservant sa délicate superposition quantique, sa capacité à se trouver dans plusieurs états à la fois. Mais imaginez maintenant que la scène se remplit de milliers de personnes qui bougent toutes de manière chaotique, se bousculent, trébuchent, créant un chaos. Le danseur perd son rythme, sa grâce, sa coordination.
Il ne peut plus maintenir cette danse quantique idéale. C'est cela la décohérence, le processus par lequel l'interaction avec l'environnement détruit la cohérence quantique. Et voici le problème dévastateur. Dans notre monde, la scène n'est jamais vide. Chaque objet est constamment bombardé par des photons de lumière, des molécules d'air, du rayonnement thermique, des champs électromagnétiques. Même dans le vide de l'espace, il existe des particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent de nulle part. Le fond cosmique de rayonnement qui imprègne tout l'univers. Plus l'objet est grand, plus il contient de particules et plus il a d'interactions avec l'environnement. Un atome peut conserver sa cohérence quantique pendant des microsecondes ou même des millisecondes s'il est bien isolé. Une grande molécule, pendant des nanosecondes, mais un objet de la taille d'une bactérie, composé de trillions d'atomes, perdrait sa cohérence quantique en un temps incroyablement court, sans instrument capable de le mesurer. Ce serait comme essayer d'entendre un murmure au milieu d'un orage. Les calculs étaient implacables et décourageants. Selon la théorie de la décohérence, un objet de la taille d'une poussière perdrait toute cohérence quantique en moins d'un trillionème de seconde. Pour un objet de la taille d'une cellule, le temps serait encore plus ridicule, et pour tout ce qui est visible à l'œil humain, la décohérence serait pratiquement instantanée, se produisant bien plus vite que tout processus quantique significatif. Cela expliquait parfaitement pourquoi nous ne voyons jamais de chats en superposition quantique ou de chaises se téléportant. Ce n'est pas que les lois quantiques cessent de s'appliquer aux grands objets, c'est que l'environnement détruit toute manifestation de ces lois avant que nous puissions la remarquer. Le monde quantique n'existait que dans le royaume microscopique protégé, loin du bruit chaotique du monde macroscopique. Cette compréhension a conduit à une vision profondément divisée de l'univers. D'un côté, il y avait le micromonde quantique, étrange, probabiliste, plein de superpositions et d'intrications, où une particule pouvait se trouver dans tous les endroits possibles en même temps jusqu'à ce qu'on l'observe. De l'autre côté, il y avait le macromonde classique, déterministe, prévisible, où les objets ont des positions et des vitesses définies, où il n'y a ni fantôme ni ambiguïté. Et entre ces deux mondes, il y avait une frontière floue, mais efficace, maintenue non par une nouvelle loi fondamentale, mais simplement par le processus implacable de la décohérence. C'était comme vivre dans deux univers séparés qui se touchaient à peine, l'un à l'intérieur de l'autre, mais sans vraiment se mélanger. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant extraordinaire. Il s'avère que cette conception, qui semblait si convaincante et mathématiquement solide, était incomplète. Les scientifiques ont commencé à se poser la question: que se passerait-il si nous pouvions protéger un grand objet de la décohérence? Que se passerait-il si nous pouvions créer des conditions extrêmes, isolées et contrôlées, ou même un système macroscopique pourrait conserver sa cohérence quantique? Il ne s'agit pas d'isoler l'objet pendant des milliardièmes de secondes, mais pendant des secondes, des minutes ou même plus longtemps. Est-ce possible? Si c'était possible, que verrions-nous? Pourrions-nous enfin voir un comportement quantique d'objets assez grands pour les voir à l'œil nu? La réponse, trouvée après des décennies d'expériences de plus en plus complexes, fut un oui catégorique qui ébranla les fondements de la physique. Il s'avère que la barrière entre le monde quantique et le monde classique n'est pas un mur d'acier impénétrable. C'est plutôt un brouillard épais que l'on peut dissiper sous certaines conditions. Et ces conditions ont un nom: froid extrême et isolation extrême. Quand nous refroidissons la matière à des températures proches du zéro absolu, moins 273 degrés Celsius, il se passe quelque chose de magique. Les particules perdent leur énergie thermique
cessent de bouger de manière chaotique et commencent à se coordonner. C'est comme si le chaos qui détruit normalement la cohérence quantique se gelait, permettant à l'ordre quantique sous-jacent de se manifester. Mais le froid seul ne suffit pas. Il faut aussi une isolation de l'environnement, un vide ultra élevé pour éliminer les molécules d'air, une protection électromagnétique pour bloquer les rayonnements externes, des vibrations minimales pour éviter les perturbations mécaniques. Quand les scientifiques ont créé ces conditions extrêmes dans des laboratoires du monde entier, ils ont été témoins de ce qui, selon les calculs classiques de la décohérence, aurait dû être impossible. Ils ont vu des objets contenant des milliards, des trillions et même des quadrillions d'atomes se comporter de manière purement quantique. Ils ont vu des courants électriques couler sans résistance dans des anneaux supraconducteurs de la taille d'une pièce de monnaie. Ils ont vu des liquides remonter les parois des récipients, défiant la gravité. Ils ont vu de minuscules cristaux, mais visibles, vibrer simultanément dans deux états quantiques différents, comme s'ils existaient dans deux réalités parallèles en même temps. Ces découvertes n'ont pas seulement prouvé que le comportement quantique à grande échelle est possible, elles ont révélé quelque chose d'encore plus profond sur la nature de la réalité. Elles ont montré que la distinction entre le monde quantique et le monde classique n'est pas fondamentale. Elle est conditionnelle et dépend de l'environnement. Dans des conditions normales, la décohérence agit si vite et si complètement que le monde semble classique. Mais dans des conditions spéciales, le voile de la décohérence se lève et nous voyons que tout, absolument tout, y compris les objets macroscopiques, est fondamentalement quantique. Le monde classique ne remplace pas le monde quantique à grande échelle. Il le cache simplement. C'est comme un orchestre symphonique jouant sous le rugissement assourdissant d'un stade de football. La musique est toujours là, parfaitement coordonnée, mais d'habitude, on ne l'entend pas à cause du bruit. Éliminez le bruit, et la symphonie se révèle dans toute sa splendeur. Cette découverte a des conséquences philosophiques étonnantes. Elle signifie qu'il n'y a pas deux ensembles de règles dans l'univers, un pour le petit et un pour le grand. Il n'y a qu'un seul ensemble de règles, les règles quantiques. Tout est quantique, du plus petit électron à la plus grande galaxie. La différence réside seulement dans la facilité avec laquelle nous pouvons observer ce comportement quantique avant que l'environnement ne le détruise. Si tout est quantique, alors les questions les plus étranges deviennent soudain tout à fait pertinentes. Un virus peut-il se trouver en superposition quantique? Une molécule d'ADN, les réactions chimiques dans votre cerveau peuvent-elles utiliser des effets quantiques? La conscience elle-même peut-elle avoir une composante quantique? Ces questions, qui semblaient autrefois de la science-fiction, sont maintenant des domaines de recherche scientifique sérieux. La danse entre deux mondes, comme il s'avère, n'a jamais été une danse entre deux entités séparées. C'est une danse entre la nature quantique fondamentale de toute la réalité et les conditions environnementales qui déterminent si nous pouvons observer cette nature ou non. Nous avons appris à contrôler ces conditions, à créer des îlots de pureté quantique dans un océan de chaos classique. Et ainsi, nous avons ouvert une fenêtre sur un nouveau monde de possibilités technologiques et de compréhension scientifique. Dans les étapes suivantes de notre voyage, nous explorerons les phénomènes spécifiques qui rendent possible cette manifestation macroscopique du quantique. Nous verrons comment les électrons peuvent perdre leur identité individuelle et fusionner dans un état collectif qui défie toute logique classique. Nous découvrirons comment ce comportement collectif produit des effets si dramatiques que vous pouvez les voir de vos propres yeux, les toucher de vos propres mains.
Préparez-vous à plonger dans un monde où l'impossible devient réel, où les frontières se dissolvent et où la réalité révèle son vrai visage quantique. Mais d'abord, si vous aimez la vidéo jusqu'ici, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce voyage fascinant. Et maintenant, imaginez que vous tenez dans vos mains un fil de cuivre ordinaire, connecté à une pile. Un courant électrique coule à travers lui, alimentant une ampoule, la faisant briller. Mais voici ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ce fil. Des milliards et des milliards d'électrons se frayent un chemin à travers la grille cristalline du métal, heurtant des atomes, rebondissant sur des impuretés, se cognant les uns contre les autres, perdant de l'énergie à chaque collision. C'est comme essayer de pousser une foule de gens à travers un marché bondé. Partout des obstacles, partout des frictions, partout des pertes. Cette perte d'énergie s'appelle la résistance électrique. C'est pourquoi les fils chauffent. C'est pourquoi nous perdons énormément d'électricité lors de sa transmission. C'est pourquoi votre téléphone se décharge. C'est un fait fondamental du monde classique. Le mouvement rencontre toujours une résistance. L'énergie se dissipe toujours et rien ne peut couler éternellement. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe des matériaux dans lesquels les électrons se déplacent sans la moindre résistance? Des matériaux où le courant, une fois lancé, peut couler éternellement, littéralement éternellement, sans perdre un seul joule d'énergie, même si vous débranchez la source d'alimentation. Des matériaux où les électrons ne heurtent pas les atomes, ne perdent pas d'énergie, mais glissent à travers la grille cristalline comme des fantômes traversant des murs. Ce n'est pas de la science-fiction d'un avenir lointain, et ce n'est pas une violation des lois de la thermodynamique. C'est un phénomène réel, observable, mesurable, connu sous le nom de supraconductivité. Et c'est l'un des exemples les plus dramatiques de comportement quantique se manifestant au niveau macroscopique, au niveau que vous pouvez voir et toucher. Et le plus surprenant, c'est que cela ne se produit pas avec des électrons isolés, mais avec des trillions d'électrons agissant comme une seule entité quantique, comme un énorme objet quantique unique. L'histoire de la supraconductivité commence en 1911, quand le physicien néerlandais Heike Kamerlingh-Onnes fit une découverte qui déconcerta le monde scientifique. Il refroidissait du mercure à une température de 4,2 degrés au-dessus du zéro absolu, la température la plus basse qu'il pouvait atteindre avec de l'hélium liquide. Et soudain, la résistance électrique du mercure ne diminua pas simplement, comme prévu, elle disparut complètement. Elle ne devint pas plus petite, ne s'approcha pas de zéro, elle devint absolument, parfaitement, mesurablement égale à zéro. C'était comme si la matière avait soudain changé de nature fondamentale, cessé d'obéir aux règles de la physique classique et entré dans un nouvel état d'existence. Kamerlingh-Onnes appela ce phénomène la supraconductivité, mais il n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait vraiment. Pendant des décennies, les physiciens se creusèrent la tête sur cette énigme. Comment un matériau peut-il conduire l'électricité sans résistance? Cela semblait impossible du point de vue de la physique classique. Les électrons doivent heurter les atomes, doivent perdre de l'énergie, doivent se créer de la chaleur. Aucun refroidissement ne devrait éliminer complètement ces collisions. De plus, les supraconducteurs montraient d'autres propriétés complètement incroyables. Ils expulsaient totalement les champs magnétiques de leur volume, un phénomène connu sous le nom d'effet Meissner, faisant léviter des aimants au-dessus de leur surface, comme repoussés par une force invisible. Ils pouvaient maintenir des courants électriques circulant dans des boucles pendant des années, des décennies, théoriquement éternellement, sans le moindre affaiblissement. Quelque chose de fondamental se passait à l'intérieur de ces matériaux.
quelque chose qui dépassait toute la physique connue à l'époque. La réponse vint seulement en 1957, quand 3 physiciens, John Bardeen, Leon Cooper et John Robert Schrieffer, développèrent une théorie qui expliqua enfin la supraconductivité, et l'explication fut stupéfiante. La supraconductivité est un phénomène quantique. Pas simplement quantique au niveau de particules isolées, mais quantique au niveau de tout le matériau. Ce qui se passe à l'intérieur d'un supraconducteur, c'est une cohérence quantique massive, un état où littéralement tous les électrons de conduction du matériau, il peut y en avoir des trillions de trillions, perdent leur individualité et commencent à agir comme un seul système quantique unifié. C'est comme si des milliards de personnes perdaient soudain leur personnalité séparée et fusionnaient en un organisme collectif avec un seul esprit et un seul but. Voici comment cela fonctionne, et préparez-vous, parce que c'est vraiment étrange. Dans des conditions normales, les électrons sont des fermions, des particules qui n'aiment pas se trouver dans le même état. Ils se repoussent, se heurtent, s'éparpillent. Mais à des températures extrêmement basses, dans certains matériaux, il se passe quelque chose de magique. Les électrons commencent à former des paires connus sous le nom de paires de Cooper. Vous pourriez penser, comment des électrons peuvent-ils former des paires? Ils ont tous la même charge négative et devraient se repousser. Et vous avez raison, ils se repoussent, mais dans la grille cristalline d'un métal, il existe une attraction très subtile, très faible, médiée par les vibrations de la grille, appelée phonon. Quand un électron passe, il attire légèrement les noyaux positifs, créant une petite zone de charge positive qui attire un autre électron. Cette attraction est incroyablement faible, si faible qu'à température ambiante, le mouvement thermique la détruit complètement. Mais refroidissez le matériau assez fort, éliminez le bruit thermique, et cette faible attraction devient suffisante pour lier les électrons en paires. Et c'est là que commence la vraie magie quantique. Quand 2 fermions s'unissent en paires, ils commencent à se comporter comme un boson, un type de particule complètement différent. Contrairement aux fermions, les bosons adorent se trouver dans le même état. Ils aspirent à l'uniformité, à la coordination, au comportement collectif. Et à une température assez basse, toutes ces paires de Cooper, des trillions et des trillions, se condensent dans un seul état quantique unique. Elles cessent d'être des paires d'électrons séparés avec des énergies et des impulsions séparées. Elles deviennent une gigantesque onde quantique s'étendant à travers tout le matériau d'un bord à l'autre. Cet état s'appelle le condensat de Bose-Einstein et c'est l'un des exemples les plus purs de cohérence quantique macroscopique que nous connaissions. Imaginez cela ainsi. Normalement, les électrons dans un métal ressemblent à une foule de gens dans une gare à l'heure de pointe. Chacun va dans sa direction, se heurte, se pousse, crée le chaos. Mais dans un supraconducteur, les électrons deviennent comme une armée parfaitement synchronisée, marchant au pas parfait. Chaque pas est coordonné. Chaque mouvement fait partie d'une chorégraphie unique. Et parce que tous sont dans le même état quantique, ils bougent comme un tout. Quand un électron bouge, tous les électrons le sentent. Et voici ce qui est surprenant. Dans cet état quantique collectif, le condensat ne peut pas dissiper l'énergie par petites portions. Il ne peut perdre de l'énergie que par grands quanta, en passant à un état quantique complètement différent. Mais à basse température, il n'y a pas assez d'énergie dans l'environnement pour provoquer une telle transition. Résultat, le condensat coule sans résistance parce qu'il n'y a aucun moyen pour lui de perdre de l'énergie par petites collisions. Ce n'est pas simplement une abstraction théorique. Les conséquences de ce comportement quantique sont dramatiques et visibles. Lancez un courant
dans un anneau supraconducteur et il circulera éternellement, créant un champ magnétique qui ne s'affaiblira pas pendant des millénaires, des millions d'années, peut-être jusqu'à ce que la température monte au-dessus du point critique et détruise l'état quantique. Approchez un aimant d'un supraconducteur et il lévitera, maintenu par l'effet diamagnétique parfait, résultat de courant induit automatiquement à la surface pour expulser le champ magnétique. Vous pouvez le voir de vos propres yeux. Un aimant flottant dans l'air, maintenu non par un dispositif mécanique, mais par un pur effet quantique touchant des trillions d'électrons agissant en parfaite harmonie. L'échelle de ce phénomène est vraiment stupéfiante. Nous ne parlons pas d'une poignée d'électrons ou même de millions. Dans un échantillon supraconducteur typique de la taille d'un dé à coudre, le nombre d'électrons dans le condensat supraconducteur peut atteindre 10 à la puissance 23. 1 suivi de 23 zéros. C'est plus que le nombre d'étoiles dans l'univers observable, et tous ces électrons sont décrits par une seule fonction d'onde quantique, un seul objet mathématique. C'est un objet de taille macroscopique que vous pouvez tenir dans votre main, mais il se comporte comme une gigantesque particule quantique unique. La frontière entre micro et macro, entre quantique et classique, est complètement détruite. Un supraconducteur est un objet quantique, aussi quantique qu'un électron ou un photon, mais visible à l'œil nu. La découverte de la supraconductivité et de sa nature quantique fut révolutionnaire non seulement du point de vue scientifique, mais aussi philosophique. Elle montra que les effets quantiques ne disparaissent pas à grande échelle. Ils nécessitent simplement des conditions spéciales pour se manifester. Elle prouva que la matière peut exister dans des états que la physique classique considérait impossibles, et elle ouvrit la porte à des technologies incroyables. Les tomographes à résonance magnétique dans les hôpitaux utilisent des aimants supraconducteurs pour créer des champs magnétiques ultra puissants. Les collisionneurs de particules, comme le Grand Collisionneur de Hadron, utilisent des milliers d'aimants supraconducteurs pour diriger les particules presque à la vitesse de la lumière. Les ordinateurs quantiques utilisent des qubits supraconducteurs pour effectuer des calculs que les ordinateurs classiques ne peuvent même pas approcher. Tout cela est devenu possible grâce à la capacité de la matière à entrer dans cet étrange état quantique macroscopique. Mais la supraconductivité n'est que le début de l'histoire. Ce fut le premier exemple, le plus ancien découvert, mais loin d'être le seul cas de cohérence quantique macroscopique. Le froid qui a gelé le mouvement thermique et permis aux électrons de se coordonner peut faire des choses encore plus étranges avec d'autres formes de matière. Il peut transformer des liquides ordinaires en substances qui se comportent comme si toutes les lois classiques de la mécanique des fluides avaient cessé d'exister. Il peut créer un état où les atomes perdent leur individualité, aussi complètement que les électrons dans un supraconducteur. Dans la partie suivante de notre voyage, nous explorerons l'un des exemples les plus visuellement frappants et conceptuellement déconcertants de comportements quantiques macroscopiques. Des liquides qui coulent vers le haut contre la gravité, qui tournent éternellement, qui n'ont pas de viscosité. Préparez-vous à rencontrer le liquide quantique, une substance qui défie tout ce que vous pensiez savoir sur la façon dont la matière doit se comporter. Prenez un verre d'eau et inclinez-le. Que se passe-t-il? L'eau coule vers le bas, obéissant docilement à l'appel de la gravité, se déversant par le bord, tombant au sol avec une prévisibilité qui nous réconforte par sa familiarité. C'est l'un des faits les plus basiques de notre existence. Les liquides coulent vers le bas, pas vers le haut. Ils obéissent à la gravité. Ils ont une viscosité, une friction interne qui ralentit leur mouvement, qui finit par arrêter tout écoulement.
S'il n'y a pas de force constante qui les pousse, versez de l'eau dans un bol et faites-le tourner. En quelques secondes ou minutes, la rotation s'arrêtera, dissipée par la friction entre les couches de liquide. C'est la nature fondamentale des liquides, basée sur des trillions d'expériences menées par l'humanité tout au long de son histoire. Ou du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'en 1938. Cette année-là, 2 physiciens, Piotr Kapitsa à Moscou et indépendamment John Allen et Don Meissner à Cambridge, firent une découverte si étrange, si contraire à tout ce qu'on savait sur les liquides, qu'il fallut des décennies pour vraiment comprendre ce qu'ils avaient de trouvé. Ils travaillaient avec de l'hélium liquide, refroidi à un peu plus de 2 degrés au-dessus du zéro absolu, les températures les plus extrêmes disponibles à l'époque. Et à cette température critique, l'hélium changea soudain. Ses propriétés se transformèrent si radicalement que c'était comme s'il était devenu une substance complètement différente. Il commença à couler à travers les plus petites fissures et pores à travers lesquels l'hélium ordinaire n'aurait jamais passé. Il commença à grimper le long des parois des conteneurs, remontant contre la gravité, débordant par les bords, comme une créature vivante essayant de s'échapper. Et le plus incroyable, il semblait couler sans la moindre viscosité, sans le moindre frottement. Kapitsa appela ce phénomène la superfluidité, et ce nom commence à peine à décrire l'étrangeté de ce qu'il observait. Imaginez un liquide qui peut couler éternellement sans ralentir, une fois mis en mouvement. Un liquide qui peut passer à travers des pores si petits que même les gaz ont du mal à y pénétrer. Un liquide qui peut former un film fin de seulement quelques dizaines d'atomes d'épaisseur, et par ce film, grimper sur n'importe quelle surface, ignorant la gravité, ignorant la forme du conteneur, s'infiltrant par n'importe quelle fissure disponible. Si vous versez de l'hélium superfluide dans un conteneur ouvert et attendez assez longtemps, le conteneur se videra complètement parce que l'hélium formera un film sur les parois internes, remontera et passera par-dessus le bord et coulera le long du côté extérieur, jusqu'à ce que tout l'hélium soit au sol. C'est comme si le liquide avait acquis une volonté propre, un désir propre de bouger, non limité par les lois que nous considérions absolues. Mais les étrangetés ne s'arrêtent pas là. Si vous faites tourner un conteneur d'hélium superfluide et arrêtez ensuite le conteneur, l'hélium continue de tourner, sans ralentir, sans s'arrêter, en tournant à la même vitesse indéfiniment jusqu'à ce que vous le chauffiez au-dessus de la température critique. Et il tourne non pas comme un liquide ordinaire, non pas comme une masse unique. Au lieu de cela, il forme un réseau de microvortex, des tornades quantiques, chacun ayant une circulation exactement quantifiée. Cela signifie que la vitesse de rotation autour de chaque vortex ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Elle ne peut être que multiple d'une unité quantique fondamentale. Les vortex ne peuvent pas être à moitié ou au quart ou 1,3, seulement 1, 2, 3. Des nombres entiers multipliés par une constante quantique. C'est une manifestation directe de la quantification au niveau macroscopique, visible dans le comportement d'une substance que vous pouvez tenir dans vos mains. Pendant des décennies, les physiciens n'arrivaient pas à comprendre le mécanisme de la superfluidité. Qu'est-ce qui faisait que l'hélium se comportait si follement? Pourquoi les lois normales de l'hydrodynamique cessaient-elles de fonctionner? La réponse vint quand les scientifiques comprirent que la superfluidité est un phénomène quantique, étonnamment similaire à la supraconductivité, mais se produisant avec des atomes au lieu d'électrons. L'hélium 4, avec 2 protons et 2 neutrons dans le noyau, est un boson, et à une température assez basse, quand l'énergie thermique ne peut plus maintenir le mouvement chaotique,
les atomes d'hélium commencent à se condenser dans un seul état quantique, exactement comme les paires de Cooper d'électrons dans un supraconducteur. Ils forment un condensat de Bose-Einstein, une fonction d'onde quantique macroscopique s'étendant à travers tout le liquide. Dans cet état quantique, les atomes d'hélium cessent d'être des particules séparées avec des trajectoires et des vitesses individuelles. Ils deviennent partie d'un système quantique cohérent unique décrit par une seule fonction d'onde. Imaginez des milliards de gouttes de pluie tombant indépendamment, chacune avec sa direction et sa vitesse. Et maintenant, imaginez que toutes ces gouttes fusionnent soudain en une énorme cascade, où chaque molécule bouge en parfaite coordination avec toutes les autres, comme si elles faisaient toute partie d'un seul organisme. C'est cela le condensat de Bose-Einstein dans l'hélium superfluide. Et parce que ce système quantique ne peut pas dissiper l'énergie par petites collisions, exactement comme le condensat supraconducteur d'électrons, il coule sans viscosité, sans frottement, sans résistance. Maintenant, vous pourriez demander, si tous les atomes sont dans le condensat, pourquoi l'hélium reste-t-il un liquide? Pourquoi ne devient-il pas quelque chose de complètement différent? La réponse est que dans la réalité, l'hélium superfluide est un mélange de deux composants vivant dans le même espace en même temps. Un composant est le condensat superfluide, où tous les atomes sont dans l'état fondamental quantique, bougent sans frottement et démontrent tous les effets quantiques étranges. L'autre composant est le liquide normal, composé d'atomes dans des états excités qui se comportent de manière plus classique. À des températures proches du zéro absolu, presque tout l'hélium est dans le composant superfluide. À mesure que la température augmente, de plus en plus d'atomes passent dans le composant normal, jusqu'à ce qu'à la température critique d'environ 2,17 Kelvin, la superfluidité disparaisse complètement. C'est le modèle à deux fluides et il explique de nombreuses observations étranges. Mais la manifestation la plus visuellement captivante de la nature quantique de la superfluidité sont les vortex quantiques. Dans un liquide ordinaire, quand vous le faites tourner, il tourne comme un tout, avec un gradient de vitesse fluide du centre vers les bords. Mais le composant superfluide ne peut pas tourner de cette façon parce que sa fonction d'onde doit être univoque. Elle doit revenir à la même valeur après un tour complet autour de n'importe quel point. La seule façon pour la superfluidité de tourner est de former des fils de vortex séparés autour desquels le flux circule. Et la circulation autour de chaque vortex est strictement quantifiée. Elle doit être un nombre entier multiplié par la constante de Planck divisé par la masse de l'atome d'hélium. C'est une manifestation directe de la quantification du moment angulaire, exactement comme la quantification des orbites des électrons dans un atome, mais visible dans un liquide macroscopique. Ces vortex quantiques ont été visualisés dans des expériences. Les scientifiques ont gelé de minuscules particules d'hydrogène solide dans l'hélium superfluide et utilisé la lumière laser pour voir comment ces particules étaient auto-capturées par les vortex et tournaient autour d'eux. Les résultats sont stupéfiants. Un réseau parfaitement ordonné de vortex formant une grille cristalline. Chaque vortex est une copie exacte de l'autre, tous tournant avec la même circulation quantifiée. C'est comme regarder la mécanique quantique à l'œil nu. Comme voir des équations mathématiques incarnées dans la réalité physique. Chaque vortex est un défaut topologique dans le condensat quantique. Un endroit où la fonction d'onde s'annule, créant une singularité autour de laquelle le flux circule. Et toute cette structure est stable, peut exister indéfiniment à une température assez basse. La découverte de la superfluidité
et la compréhension de sa nature quantique eurent des conséquences révolutionnaires, non seulement pour la physique de la matière condensée, mais aussi pour la cosmologie et l'astrophysique. Il s'avère que les étoiles à neutrons, les restes incroyablement denses d'étoiles massives, où la matière est si comprimée que les électrons sont poussés dans les protons, formant un océan de neutrons, contiennent probablement des couches de neutrons superfluides et de protons supraconducteurs. Les vortex quantiques, dans ces superfluides cosmiques, pourraient expliquer les accélérations soudaines de rotation des pulsars, connus sous le nom de glitch. Les phénomènes que nous découvrons dans les laboratoires sur Terre à des températures de quelques degrés au-dessus du zéro absolu peuvent se produire dans les objets les plus extrêmes de l'univers, à l'intérieur d'étoiles si denses qu'une cuillère à café de leur substance pèserait des milliards de tonnes. La superfluidité a aussi ouvert la voie à de nouvelles technologies et expériences. L'hélium superfluide est utilisé comme réfrigérant dans des aimants puissants et des détecteurs de particules parce qu'il peut transférer la chaleur incroyablement efficacement par convection du composant superfluide. Il est utilisé dans des expériences de recherche de matière noire où les détecteurs sont refroidis à des millikelvins pour minimiser le bruit thermique. Et il sert de système modèle pour étudier la turbulence quantique, les vortex quantiques et d'autres phénomènes exotiques impossibles à observer dans d'autres systèmes. Chaque fois que nous étudions la superfluidité, nous apprenons quelque chose de nouveau sur la façon dont la mécanique quantique se manifeste à des échelles macroscopiques. Mais peut-être la signification la plus profonde de la superfluidité est philosophique. Elle nous montre que la matière peut exister dans des états radicalement différents de tout ce que nous connaissons de l'expérience quotidienne. Un liquide sans viscosité, des vortex avec circulation quantifiée, des films grimpant contre la gravité. Tout cela est réel, tout cela est mesurable, tout cela fait partie de notre univers. C'est un rappel que notre intuition, construite sur l'expérience avec des objets chauds, classiques, est complètement insuffisante pour comprendre toute la gamme de possibilités que la nature offre. L'univers est bien plus étrange, bien plus riche, bien plus surprenant que nous pouvons l'imaginer, en nous basant seulement sur ce que nous voyons autour de nous à température ambiante. La superfluidité n'est qu'une forme de cohérence quantique macroscopique. Il en existe d'autres, encore plus exotiques. Les physiciens ont appris à créer des condensats de Bose-Einstein non seulement à partir d'hélium liquide, mais aussi à partir de gaz dilués d'atomes refroidis à des températures des milliards de fois plus froides que n'importe quel point connu dans l'espace. Ces nuages ultra-froids d'atomes démontrent un comportement quantique dans une forme si pure et contrôlée qu'ils permettent aux scientifiques d'explorer des questions fondamentales de mécanique quantique avec une précision sans précédent. Dans la partie suivante de notre voyage, nous descendrons dans les endroits les plus froids jamais créés par l'homme. Des endroits plus froids que l'espace interstellaire, plus froids même que le rayonnement cosmique de fond restant du Big Bang. Là, nous rencontrerons des atomes refroidis au point que le temps pour eux s'arrête presque et la mécanique quantique règne sans partage. Préparez-vous à entrer dans le royaume du froid absolu où la matière révèle ses secrets quantiques les plus profonds. Imaginez que vous avez le pouvoir d'arrêter le temps. Pas complètement, pas instantanément, mais progressivement, degré par degré, ralentissant chaque mouvement, chaque vibration, chaque oscillation de la matière, jusqu'à ce que l'univers gèle pratiquement autour de vous. Ce n'est pas de la science-fiction et ce n'est pas un super pouvoir de bande dessinée. C'est exactement ce que les physiciens font dans les laboratoires du monde entier chaque jour, quand ils refroidissent la matière à des températures si basses qu'elles donnent le vertige rien qu'à les mentionner.
Nous parlons de température dans les millionièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. Des températures plus froides que n'importe quel point de l'univers connu. Plus froides que le vide intergalactique. Plus froides même que le rayonnement micro-ondes de fond cosmique restant du Big Bang. Et à ces températures, la matière entre dans un état si étrange, si éloigné de tout ce que nous connaissons, qu'il redéfinit le concept même de ce que signifie être de la matière. Cet état s'appelle le condensat de Bose-Einstein, et c'est peut-être la manifestation la plus pure, la plus non diluée de la mécanique quantique au niveau macroscopique que l'humanité ait jamais créée. La théorie de son existence fut prédite il y a presque un siècle, en 1924 et 1925, quand Albert Einstein, s'appuyant sur les travaux du physicien indien Satyendra Nath Bose, montra mathématiquement que, si l'on refroidit un gaz de boson assez fort, toutes les particules doivent tomber dans l'état quantique le plus bas, formant une nouvelle phase de la matière. Mais à l'époque, c'était de la pure théorie, une abstraction mathématique. Les températures, nécessaires pour créer un tel condensat, semblaient inatteignables, si extrêmes que les scientifiques pensaient que des siècles passeraient avant que quelqu'un puisse le réaliser. Ils se trompaient. Le breakthrough se produisit en 1995, quand deux groupes de scientifiques, l'un dirigé par Eric Cornell et Carl Wieman, à Boulder, Colorado, et l'autre par Wolfgang Kettel, au Massachusetts, créèrent indépendamment les premiers condensats de Bose-Einstein à partir de gaz dilués d'atomes de rubidium et de sodium. Pour cette réalisation, ils reçurent le prix Nobel de physique en 2001. Et à juste titre, parce que ce qu'ils firent ne fut pas simplement un triomphe technique. Ce fut la découverte d'une nouvelle fenêtre sur le monde quantique, la possibilité d'observer et de manipuler des phénomènes quantiques à un niveau qui n'existait auparavant que dans l'imagination des théoriciens. Ils n'ont pas simplement refroidi des atomes, ils ont forcé la matière à révéler sa nature quantique la plus profonde sous une forme que l'on pouvait étudier, mesurer, comprendre. Mais comment refroidit-on exactement des atomes à de telles températures inconcevables? On ne peut pas simplement les mettre dans un congélateur ou les plonger dans de l'hélium liquide. Les températures nécessaires pour créer un condensat de Bose-Einstein se mesurent en nanokelvin, des milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. À de telles températures, même un seul photon de lumière peut porter assez d'énergie pour chauffer les atomes et détruire le condensat. Le processus nécessite une inventivité incroyable, une combinaison de refroidissement laser et de refroidissement évaporatif, des techniques si subtiles et précises qu'elles frisent l'art. D'abord, les atomes sont ralentis à l'aide de lasers accordés sur des fréquences précises qui permettent aux photons de pousser les atomes dans la direction opposée à leur mouvement, comme un vent contraire ralentissant un coureur. Cela s'appelle le refroidissement laser, et il peut ralentir les atomes de centaines de mètres par seconde à quelques centimètres par seconde. Mais le refroidissement laser a une limite fondamentale. Il ne peut pas refroidir les atomes en dessous d'une certaine température à cause de la nature aléatoire de l'absorption et de l'émission des photons. Pour atteindre les températures nécessaires au condensat de Bose-Einstein, les scientifiques utilisent un deuxième tour. Le refroidissement évaporatif, exactement le même processus qui refroidit votre peau quand vous transpirez. Les atomes les plus rapides, les plus énergétiques, sont sélectivement retirés du nuage et les atomes restants redistribuent leur énergie, devenant en moyenne plus froids. Cela se répète encore et encore, chaque fois en retirant les atomes les plus chauds, jusqu'à ce que la température du nuage tombe à des nanokelvins.
tout le processus doit se produire dans un vide ultra élevé, parce qu'une collision même avec une molécule d'air chaufferait les atomes et détruirait l'expérience. Et les atomes sont maintenus en place non par des parois physiques, mais par des pièges magnétiques ou optiques, des cellules invisibles de lumière et de champs magnétiques. Quand la température atteint le point critique, il se passe quelque chose de magique. Les atomes, qui jusqu'alors se comportaient comme des particules séparées, chacune avec sa propre énergie, son impulsion, perdent soudain leur individualité. Leurs fonctions d'ondes quantiques, qui décrivent la probabilité de trouver chaque atome à un endroit donné, commencent à se chevaucher. Et parce que ces atomes sont des bosons, ils ne se chevauchent pas simplement. Ils fusionnent, se condensent en une gigantesque fonction d'ondes quantiques s'étendant à travers tout le nuage. Des milliers, des millions d'atomes cessent d'être des milliers ou des millions d'objets séparés. Ils deviennent une entité quantique unique, un objet quantique macroscopique unique, décrit par une seule fonction d'onde. C'est comme si des millions de gouttes d'eau fusionnaient soudain en une énorme goutte, mais au niveau quantique. Visuellement, cela ressemble à quelque chose de stupéfiant. Les scientifiques photographient le nuage d'atomes en utilisant des lasers pour créer des images d'ombre. Avant d'atteindre la température critique, le nuage ressemble à une tache floue, une distribution d'atomes avec différentes vitesses et positions formant une structure large et étalée. C'est un gaz classique où chaque atome fait ses propres affaires. Mais au moment de la transition, et c'est vraiment une transition de phase, aussi nette que le gel de l'eau en glace, le nuage se contracte soudain en un pic dense et pointu au centre. Ce pic est le condensat de Bose-Einstein. Tous les atomes sont dans un seul état quantique avec une impulsion nulle. Autour de lui peut rester un nuage thermique d'atomes qui ne se sont pas encore condensés, mais le condensat lui-même est visible comme une caractéristique distincte et claire. Vous regardez la mécanique quantique devenue visible, une fonction d'onde que l'on peut photographier. Les propriétés du condensat de Bose-Einstein sont aussi étranges que son apparence. Parce que tous les atomes sont dans le même état quantique, ils démontrent une cohérence idéale. Si vous créez deux condensats séparés et les laissez ensuite s'étendre et se chevaucher, ils interfèrent comme des ondes sur l'eau, créant un motif d'interférence de bandes de haute et basse densité. C'est une démonstration directe de la nature ondulatoire de la matière, mais pas au niveau de particules isolées, au niveau d'un nuage de millions d'atomes. Le condensat démontre aussi la superfluidité, exactement comme l'hélium liquide. Si vous placez le condensat dans un conteneur tournant, il forme un réseau de vortex quantiques, chacun avec une circulation quantifiée. Si vous excitez le condensat, il soutient des ondes de densité qui se propagent sans atténuation, parce qu'il n'y a pas de mécanisme pour dissiper l'énergie. Mais peut-être la chose la plus remarquable des condensats de Bose-Einstein est le degré de contrôle qu'ils offrent aux scientifiques. Contrairement aux supraconducteurs ou à l'hélium superfluide, où les propriétés sont déterminées par les caractéristiques fixes du matériau, les condensats d'atomes ultra froids sont incroyablement ajustables. Vous pouvez changer la force des interactions entre les atomes en utilisant des champs magnétiques et des résonances de Feshbach. Vous pouvez créer des réseaux optiques, des potentiels périodiques formés par des ondes stationnaires de lumière laser qui agissent comme des cristaux artificiels pour les atomes. Vous pouvez manipuler la forme du piège, créant des condensats en géométrie unidimensionnelle, bidimensionnelle ou tridimensionnelle. Vous pouvez même forcer les atomes à former des paires, créant un analogue des paires de Cooper dans les supraconducteurs et étudier la transition d'un condensat de Bose-Einstein
à un état superfluide fermionique. Cette ajustabilité a transformé les condensats de Bose-Einstein en simulateurs universels de systèmes quantiques. Les physiciens les utilisent pour modéliser des phénomènes de physique du solide, de la supraconductivité au magnétisme. Ils les utilisent pour étudier les transitions de phase quantiques, des changements d'état de la matière qui se produisent au zéro absolu à cause de fluctuations quantiques, pas thermiques. Ils les utilisent pour explorer des états topologiques de la matière, des phases exotiques avec des propriétés protégées par la topologie, qui pourraient sous-tendre les ordinateurs quantiques du futur. Ils les utilisent même pour modéliser les conditions dans l'univers primitif, étudiant comment les fluctuations quantiques dans une matière superdense pourraient avoir conduit à la formation des structures que nous voyons dans l'espace aujourd'hui. Les condensats de Bose-Einstein sont devenus un laboratoire pour étudier la physique quantique à plusieurs corps. Un domaine si complexe que même les superordinateurs les plus puissants ne peuvent pas le simuler exactement pour de grands systèmes. Mais les condensats de Bose-Einstein ne sont pas seulement un outil pour la recherche fondamentale. Ils ouvrent la voie à des technologies révolutionnaires. Les interféromètres atomiques basés sur des condensats sont les capteurs de gravité et d'inertie les plus précis jamais créés. Ils peuvent détecter des ondes gravitationnelles, mesurer de minuscules changements dans le champ gravitationnel de la Terre pour chercher des ressources souterraines, même tester les principes fondamentaux de la théorie générale de la relativité avec une précision sans précédent. Les horloges atomiques, utilisant des atomes ultra-froids, sont si stables qu'elles ne perdraient pas une seconde pendant l'âge de l'univers. Elles redéfinissent notre compréhension du temps et pourraient mener à de nouvelles découvertes en physique en détectant de minuscules dérives dans les constantes fondamentales de la nature. Les ordinateurs quantiques construits sur des atomes neutres dans des réseaux optiques promettent de résoudre des problèmes que les ordinateurs classiques ne pourront jamais résoudre. Et nous ne faisons que commencer ce voyage. Chaque année apporte de nouvelles découvertes, de nouvelles possibilités, de nouveaux états de la matière créés dans des laboratoires avec des atomes ultra froids. Les scientifiques ont créé des condensats à partir de molécules, pas seulement d'atomes, ouvrant la possibilité d'étudier la chimie quantique et les réactions quantiques au niveau d'événements isolés. Ils ont créé des gaz quantiques de fermions qui forment des paires et deviennent superfluides, exactement comme les électrons dans les supraconducteurs. Ils ont créé des états de spin exotiques, où les atomes sont intriqués les uns avec les autres de manière sans analogue classique. Ils travaillent même à créer des condensats de Bose-Einstein dans l'espace sur la Station spatiale internationale, où l'absence de gravité permet aux condensats d'exister plus longtemps et de s'étendre plus que possible sur Terre. La signification philosophique des condensats de Bose biomolécules est profonde et multicouche. Il nous montre que la mécanique quantique n'est pas simplement une théorie sur ce qui se passe dans les atomes et les particules subatomiques. C'est une théorie sur la nature de la matière elle-même à toutes les échelles. Il démontre que la frontière entre classique et quantique n'est pas fixe et fondamentale, mais dépend de la température, de l'isolation et des conditions environnementales. Il révèle que dans les bonnes conditions, la matière peut exister dans des états si éloignés de notre expérience quotidienne qu'il défie notre compréhension de ce que signifie être de la matière, ce que signifie être un objet, ce que signifie exister. Quand 1 million d'atomes fusionnent en une entité quantique unique, où est la frontière entre eux? Sont-ils encore des objets séparés ou sont-ils devenus quelque chose de nouveau, quelque chose d'unifié? Ces questions ne sont pas simplement des réflexions philosophiques abstraites. Elles touchent à la nature même de l'identité, de l'individualité et de la réalité.
Si les atomes peuvent perdre leur individualité et fusionner en états collectifs quantiques, qu'est-ce que cela dit sur la nature d'autres phénomènes collectifs? Les électrons dans votre cerveau peuvent-ils former des états quantiquement cohérents? La conscience peut-elle avoir une composante quantique? Ce sont des idées spéculatives, mais les condensats de Bose-Einstein nous montrent que la cohérence quantique au niveau macroscopique n'est pas simplement possible, elle est réelle, mesurable et contrôlable. Les portes sont ouvertes à des recherches qui, il y a encore 10 ans, semblaient de la pure fantaisie. Et devant nous se trouvent encore plus d'étrangetés, encore plus de merveilles. Dans la partie suivante de notre voyage, nous explorerons comment la cohérence quantique peut s'étendre non seulement à l'intérieur d'un objet, mais entre des objets séparés, créant des corrélations qu'Einstein appelait une action effrayante à distance. Préparez-vous à rencontrer l'intrication au niveau macroscopique, un phénomène qui défie la notion même de localité et de séparation. Imaginez que vous avez 2 pièces de monnaie, mais pas des pièces ordinaires, des pièces magiques. Vous lancez une pièce ici, sur Terre, et elle tombe sur pile. Au même moment, sans délai, sans transmission de signal, la deuxième pièce, se trouvant à l'autre bout de la galaxie, tombe instantanément sur face. Pas parce que quelqu'un a transmis l'information à la vitesse de la lumière, pas parce qu'il existe une connexion cachée entre elles, mais simplement parce que les 2 pièces font partie d'un même système quantique, d'une même réalité indivisible qui ne reconnaît pas la notion de distance. Cela semble de la pure folie, une violation de toutes les lois de la physique, de la magie déguisée en science. Mais ce n'est pas de la magie, c'est l'intrication quantique, l'un des phénomènes les plus profonds, les plus déconcertants et les plus fondamentaux de la nature. Et ce qui est vraiment stupéfiant, c'est que cela ne se produit pas seulement avec de minuscules particules, mais avec des objets que vous pouvez voir, composés de milliards d'atomes. Albert Einstein détestait cette idée. En 1935, il publia avec 2 collègues, Boris Podolsky et Nathan Rosen, un article célèbre dans lequel il essayait de prouver que la mécanique quantique était incomplète précisément à cause de ce phénomène, qu'il appelait avec mépris une action effrayante à distance. Einstein pensait que si 2 particules peuvent influencer instantanément à travers des distances arbitraires, alors soit la mécanique quantique manque quelque chose de fondamental, soit il existe des variables cachées, une information que nous ne voyons simplement pas. Pour lui, c'était inacceptable parce que cela violait le principe de localité, l'idée qu'un objet ne peut être directement affecté que par son environnement immédiat. Mais Einstein, le plus grand physicien de son époque, avait tort. La mécanique quantique avait raison et l'intrication est réelle. La preuve vint des décennies plus tard, dans les années 70 et 80 du 20e siècle, quand les physiciens commencèrent à conduire des expériences testant les inégalités de Bell, des conditions mathématiques qui doivent être respectées si le monde est local et réaliste. Les résultats furent univoques et choquants. Les inégalités de Bell étaient violées exactement comme la mécanique quantique le prédisait. Les particules intriquées démontraient des corrélations trop fortes, trop parfaites pour être expliquées par n'importe quelle théorie avec des variables cachées locales. L'univers n'est pas local au sens où Einstein le pensait. L'intrication quantique est réelle, mesurable et fondamentale pour la trame même de la réalité. 2 particules intriquées ne sont pas 2 objets séparés. Elles sont un système unique, une entité quantique indivisible, distribuée dans l'espace. Mais comment cela se présente-t-il en détail? Quand 2 particules sont intriquées, leurs états quantiques deviennent inextricablement liés, de telle sorte que vous ne pouvez pas décrire une particule indépendamment de l'autre.
Mesurer une propriété d'une particule détermine instantanément la propriété correspondante de l'autre. Peu importe à quelle distance elle se trouve, cela ne signifie pas que l'information voyage plus vite que la lumière. Aucun signal utile ne peut être envoyé par l'intrication, mais cela signifie que le monde n'est pas composé d'objets indépendants séparés. Au lieu de cela, la mécanique quantique nous dit que ce qui est fondamental, ce ne sont pas les objets séparés, ce sont les relations entre eux, des corrélations qui peuvent s'étendre à travers l'espace sans diminution. Pour des particules intriquées, la distance n'a pas d'importance. Elles restent partie d'un même système quantique, qu'elles soient séparées par des millimètres ou des milliards de kilomètres. Pendant longtemps, l'intrication était considérée comme un phénomène limité aux particules microscopiques, comme des photons ou des électrons. Créer et maintenir l'intrication est fragile et complexe. Toute interaction avec l'environnement, toute mesure, toute perturbation peut la détruire. Un processus connu sous le nom de décohérence. Plus le système est grand, plus il a de façons d'interagir avec l'environnement et plus vite il perd l'intrication. Il semblait évident que les objets macroscopiques, composés de trillions d'atomes, ne pourraient jamais démontrer d'intrication, parce que la décohérence la détruirait en un temps trop court pour la mesurer. Mais, comme nous l'avons déjà vu dans ce voyage, ce qui semble évident s'avère souvent faux quand nous regardons plus profondément la nature quantique de la réalité. Au cours des 2 dernières décennies, les physiciens ont accompli ce qui semblait autrefois impossible. Ils ont créé et mesuré l'intrication quantique non entre des particules isolées, mais entre des objets macroscopiques, des systèmes contenant des milliards ou même des trillions d'atomes. Ces expériences nécessitent des conditions extrêmes, similaires à celles nécessaires pour la supraconductivité et les condensats de Bose-Einstein. Un froid extrême, une isolation presque idéale, un contrôle précis. Mais quand ces conditions sont atteintes, les résultats sont stupéfiants. 2 morceaux de métal, séparés par des distances de centimètres ou de mètres, vibrent en superposition quantique. Leurs mouvements sont idéalement corrélés d'une manière que la physique classique ne peut pas expliquer. 2 cristaux, chacun contenant des trillions d'atomes, démontrent l'intrication dans leurs états collectifs. 2 nuages d'atomes, séparés par des distances macroscopiques, montrent des corrélations qui violent les inégalités de Bell. L'un des exemples les plus choquants est l'intrication d'oscillateurs mécaniques. Imaginez une membrane ou un cantilever minuscule, plus fin qu'un cheveu humain, mais contenant encore des milliards d'atomes. À température ambiante, il vibre de manière aléatoire à cause du mouvement thermique. Chaque atome tremble indépendamment, mais refroidissez-le presque au zéro absolu et isolez-le de l'environnement et son mouvement devient quantique. Il peut se trouver en superposition de différents états de vibration, vibrant vers le haut et vers le bas en même temps au sens quantique. Prenez maintenant 2 telles membranes et liez-les à travers une cavité optique ou un circuit électrique, de sorte que leurs mouvements se coordonnent. Dans les bonnes conditions, elles deviennent intriquées. Leurs états quantiques fusionnent en un système indivisible unique. Mesurer le mouvement d'une membrane vous donne instantanément de l'information sur le mouvement de l'autre, même si elles sont physiquement séparées. Encore plus stupéfiant, les scientifiques ont créé l'intrication entre des objets de nature différente. Ils ont intriqué un photon de lumière avec le mouvement collectif de trillions d'atomes dans un cristal. Ils ont intriqué des états de spin, de nuages d'atomes contenant des millions de particules avec des photons micro-ondes. Ils ont même intriqué un oscillateur mécanique avec un qubit supraconducteur, créant des systèmes quantiques hybrides qui unissent différentes plateformes physiques. Chacune de ces expériences prouve
prouve la même affirmation fondamentale. L'intrication n'est pas un privilège des particules isolées. C'est une caractéristique universelle de la mécanique quantique qui peut se manifester à n'importe quelle échelle dans les bonnes conditions. La taille n'a pas d'importance pour la mécanique quantique, seul le degré d'isolation de la décohérence. Ce qui rend ces réalisations particulièrement impressionnantes, c'est qu'elles ouvrent la porte à des technologies révolutionnaires. L'intrication quantique est une ressource, le carburant des technologies quantiques du futur. Les ordinateurs quantiques utilisent l'intrication entre qubits pour effectuer des calculs parallèles que les ordinateurs classiques ne peuvent pas reproduire. La téléportation quantique, pas de la science-fiction sur le déplacement de matière, mais un processus réel de transmission d'un état quantique d'un endroit à un autre par l'intrication, a déjà été démontré sur des distances de centaines de kilomètres par fibres optiques et même par satellite dans l'espace. La cryptographie quantique utilise l'intrication pour créer des canaux de communication absolument sécurisés, protégés par les lois mêmes de la physique. Toute tentative d'écoute détruirait l'intrication, alertant immédiatement les utilisateurs légitimes de l'intrusion. Mais peut-être l'application la plus profonde de l'intrication macroscopique est dans le sondage quantique et la métrologie. Quand deux objets sont intriqués, ils peuvent agir comme un capteur collectif avec une sensibilité surpassant ce qui est classiquement possible. Cela s'appelle l'avantage quantique dans les mesures. Et il est atteint grâce à la nature quantique de l'appareil de mesure. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles du futur pourraient utiliser des miroirs ou des membranes intriquées pour atteindre une sensibilité au-delà de la limite quantique standard, nous permettant d'observer des événements cosmiques actuellement trop faibles pour être détectés. Les radars quantiques pourraient utiliser l'intrication pour détecter des objets avec technologie furtive ou dans des environnements bruyants où les radars classiques échouent. Les capteurs biologiques, basés sur l'intrication, pourraient détecter des molécules isolées ou même des photons isolés avec une précision inaccessible aux dispositifs classiques. Mais les technologies ne sont qu'une partie de l'histoire. Les conséquences philosophiques de l'intrication macroscopique sont profondes et troublantes. Elles nous forcent à repenser notre compréhension de ce que signifie être un objet séparé, ce que signifie être localisé dans l'espace. Si deux objets peuvent être intriqués de sorte qu'ils forment un système quantique unique, peu importe la distance entre eux, où est la frontière entre eux, où un objet finit-il et l'autre commence-t-il. La physique traditionnelle nous dit que les objets sont séparés par l'espace, qu'ils ont des frontières claires, que ce qui se passe ici ne peut pas instantanément affecter ce qui se passe là. Mais la mécanique quantique dit le contraire. Elle dit que l'espace ne sépare pas les systèmes intriqués, il crée seulement l'illusion de séparation. Cela a des conséquences étranges pour notre compréhension de la réalité. Si ce qui est fondamental n'est pas la séparation des objets, mais leur interconnexion, si les corrélations entre événements sont plus importantes que les événements eux-mêmes, alors la structure de la réalité est bien plus holistique et interconnectée que nous l'avions jamais imaginé. Certains physiciens vont encore plus loin, suggérant que l'espace-temps lui-même pourrait émerger de l'intrication, que la géométrie de l'univers n'est pas une chose fondamentale, mais une propriété émergente, surgissant de motifs d'intrication quantique entre degrés de liberté fondamentaux. Cette idée, connue sous le nom d'EREPR, lie les trous de verre d'Einstein-Rosen à l'intrication d'Einstein-Podolsky-Rosen, suggérant que ces deux concepts apparemment sans lien sont en réalité deux faces d'une même médaille. Les expériences avec l'intrication macroscopique soulèvent aussi des questions sur la nature de la mesure et de l'observation. Quand vous mesurez un système intriqué, vous détruisez l'intrication.
effondrant la superposition quantique en un état classique déterminé. Mais qu'est-ce qui compte exactement comme une mesure? Faut-il un observateur conscient ou toute interaction avec l'environnement suffit-elle? Si deux objets macroscopiques peuvent être intriqués, l'appareil de mesure peut-il lui-même être intriqué avec le système mesuré? Où tracer la ligne entre le système quantique et l'observateur classique? Ces questions touchent au fondement de la théorie quantique de la mesure, l'un des domaines les plus controversés et les moins compris de la physique. L'intrication macroscopique nous fournit une arène expérimentale pour explorer ces questions d'une manière impossible quand nous ne pouvions intriquer que des particules isolées. Et nous ne faisons que gratter la surface de ce qui est possible. Chaque année, les scientifiques créent des systèmes intriqués plus grands, plus complexes. Ils travaillent à intriquer des objets séparés, non par des centimètres ou des mètres, mais par des kilomètres ou même plus. Ils étudient comment l'intrication peut persister dans des conditions réelles bruyantes, pas seulement dans des laboratoires idéalement isolés. Ils explorent l'intrication multiparticules, où non deux, mais des centaines, des milliers ou même plus d'objets sont intriqués dans des états quantiques complexes impossibles à décrire classiquement. Chacune de ces avancées nous rapproche d'un futur où les technologies quantiques seront courantes, où l'intrication est utilisée non comme une curiosité de laboratoire, mais comme un outil pratique pour la communication, le calcul et le sondage. L'intrication à l'échelle macroscopique nous montre que la mécanique quantique n'est pas simplement une théorie sur le petit et l'étrange. C'est la théorie fondamentale de la nature, applicable à tout, des particules subatomiques aux structures cosmiques. Elle nous montre que l'univers est bien plus interconnecté, bien plus non local, bien plus unifié que ne le suggère notre expérience quotidienne. Et elle insinue une vérité profonde. Peut-être que la séparation que nous percevons entre les objets, entre nous et le reste du monde, est une illusion créée par la décohérence et notre incapacité à percevoir directement les corrélations quantiques. Au niveau le plus profond, nous pourrions tous être partie d'un énorme système quantique intriqué appelé l'univers. Dans la partie suivante de notre voyage, nous explorerons comment tous ces phénomènes, la supraconductivité, la superfluidité, les condensats de Bose-Einstein et les intriqués se lient à la gravité, la force la plus mystérieuse de la nature, ouvrant une nouvelle frontière dans notre compréhension du cosmos. Arrêtez-vous, imaginez que vous vous tenez au bord de la plus grande énigme de la physique moderne. Un abîme si profond que les plus grands esprits du siècle ont essayé de le franchir et ont échoué. D'un côté de cet abîme se trouve la mécanique quantique, la théorie qui décrit avec une précision incroyable le comportement de la matière et de l'énergie aux échelles les plus petites, des particules subatomiques au système quantique macroscopique que nous avons exploré. De l'autre côté se trouve la théorie générale de la relativité, la plus grande création d'Einstein, qui décrit la gravité comme la courbure de l'espace-temps lui-même par des objets massifs. Les deux théories ont été testées par d'innombrables expériences. Les deux sont étonnamment réussis dans leur domaine. Mais voici le problème qui empêche les physiciens de dormir la nuit. Ces deux théories sont incompatibles l'une avec l'autre. Elles parlent des langues différentes, elles sont basées sur des principes différents, et quand vous essayez de les unir, les mathématiques explosent en infinité et paradoxes. Cette incompatibilité n'est pas simplement une gêne technique. Elle représente une rupture fondamentale dans notre compréhension de l'univers. La mécanique quantique nous dit qu'aux échelles microscopiques, tout est discret, quantifié, probabiliste et soumis au principe d'incertitude. La théorie générale de la relativité nous dit que l'espace-temps est continu, lisse, déterministe
est courbé par la présence de masse et d'énergie. Quand vous essayez d'appliquer la mécanique quantique à la gravité, à la trame même de l'espace-temps, des paradoxes surgissent qui semblent insolubles. Aux échelles de 10 à la puissance moins 35 mètres, connues sous le nom de longueur de Planck, et des temps de 10 à la puissance moins 43 secondes, connues sous le nom de temps de Planck, nos théories cessent simplement de fonctionner. Nous ne savons pas ce qui se passe à ces échelles où la mécanique quantique et la gravité doivent de s'unir en une théorie unique de la gravité quantique. Mais voici ce qui est surprenant. La découverte de la cohérence quantique macroscopique que nous avons explorée dans ce voyage pourrait fournir de nouvelles